Non loin du massif de la Chartreuse, entre Lyon et Grenoble, le lac de Paladru s'étire parmi de hautes collines boisées. Ce plan d'eau de 6 km de longueur et d'une largeur maximale de 1,2 km pour 33 mètres de profondeur recèle les vestiges de plusieurs sites archéologiques du Moyen-Âge. Laissons Éric Verdel, archéologue, nous les présenter. Au tout début de l'an 1000, une colonie de peuplement arrive pour occuper le terroir du bassin versant du lac de Paladru. Cette colonie de peuplement se partage en 3 et construit 3 habitats en 3 points différents du lac. L'un au sud, c'est l'habitat de Coltière, l'autre sur la rive ouest, c'est le site d'Ars, et l'autre, probablement le plus important d'ailleurs, au nord du lac, c'est l'habitat des Grands Roseaux. Parmi ces 3 sites, le premier qui ait été étudié est celui des Grands Roseaux. Des fouilles s'y déroulent entre 1865 et 1870, sous la conduite d'Ernest Chantre, directeur du Muséum d'histoire naturelle de Lyon. Entrepris à la faveur d'étiages estivaux qui voient la côte du lac régresser très fortement, ces travaux font appel à des méthodes archéologiques sommaires. Les grands madriers de chêne qui forment l'assise des bâtiments du Moyen-Âge sont dégagés à la pelle et à la pioche, et l'on conserve uniquement le matériel archéologique jugé le plus intéressant. Des récipients en céramique grise, du mobilier en bois comme des assiettes, des cuillères, des peignes ou encore des flotteurs de filets, et des objets métalliques comme des haches, des couteaux, des fers à cheval, des armes ou des éperons. Ernest Chantre a proposé une chronologie pour cet habitat des Grands Roseaux. Il l'a daté de l'époque, disait-il, carlovingienne, c'est-à-dire carolingienne. Ce qui n'était pas finalement si mal vu que ça, puisque c'est un habitat du début du XIe siècle, donc il ne s'est pas trompé de beaucoup. En effet, les recherches entreprises à Coltière de 1971 à 2009 montrent en réalité que, comme Ars et Coltière, les Grands Roseaux ont été construits dans les premières années du XIe siècle sur des plages que le retrait des eaux avait rendues accessibles. Ils seront tous abandonnés vers 1040 à la suite d'une hausse progressive des niveaux lacustres. Comme les Grands Roseaux, Coltière s'étendait sur une avancée du rivage séparée de la terre ferme par un marécage infranchissable à pied sec. Les maisons reposaient sur un canevas de troncs horizontaux mis en place pour éviter qu'elles ne s'enfoncent. Au Grand Roseau, Ernest Chantre imaginait que ce curieux dispositif soutenait des plateformes surélevées. C'est pourquoi il parlait d'une station sur pilotis. Ces habitats étaient pourtant bel et bien construits au sol alors que le lac avait régressé, dans le cadre de ce que l'on appelle aujourd'hui le petit optimum climatique médiéval, marqué par une légère augmentation des températures et une diminution des pluies. La seule chose que leurs occupants ne pouvaient pas prévoir, c'est que, quelques années plus tard, une dégradation temporaire du climat provoquerait la remontée des eaux et finalement les obligerait à partir. Ars, le 3e site, a connu un destin singulier puisqu'il a subi 2 engloutissements à plusieurs siècles de distance. Submergé une première fois avant le milieu du XIe siècle, il est longtemps resté visible des pêcheurs qui circulaient en barque au-dessus de ces vestiges. Mais en 1867, un décret impérial signé par Napoléon III ordonna la pose des vannes à l'extrémité sud du lac pour contrôler les débits de sortie et permettre le fonctionnement des usines installées à l'aval sur le cours de la Fure. En faisant baisser d'1 mètre le niveau moyen de l'eau, cette régulation a déstabilisé plusieurs plages crayeuses, dont celle d'Ars. Après les fortes pluies de l'automne 1871, elles se sont gonflées comme des éponges, provoquant leur effondrement. Les vestiges d'Ars ont alors glissé à une profondeur de 17 à 23 mètres, où ils gisent encore, achevant de mourir sous l'effet de l'érosion. La volonté de réguler de façon artificielle le niveau du lac a provoqué en fait la 2e et dernière submersion d'Ars, qui aujourd'hui est en grande partie bouleversée, et quand on plonge sur les vestiges, on constate que la couche archéologique se délite, que des madriers se déversent, et donc dans quelques décennies, ou peut-être dans un siècle ou un siècle et demi, il ne restera plus rien de cet habitat, alors que dans le même temps, les vestiges des 2 autres sites, Coltière et les Grands Roseaux, eux, seront encore visibles et conservés. Sur le site d'Ars, on retrouve exactement les mêmes structures qu'ailleurs, les canevas de madriers qui soutenaient les bâtiments, certains pieux verticaux,
et piégé entre ces structures une couche archéologique en tout point semblable à celle qu'on a trouvée sur Coltière ou que Chantre avait trouvée au Grand Roseau. Et à l'intérieur de cette couche archéologique, on trouve exactement le même matériel, la même céramique, les mêmes fers à cheval, les mêmes couteaux. Il est clair que sur le plan chronologique, c'est absolument synchrone des deux autres habitats. Ces 3 habitats étaient occupés par une population que l'on a qualifiée depuis la fin du XXe siècle comme celle des chevaliers paysans de l'an 1000 du lac de Paladru. Laissons Éric Verdel nous en expliquer les raisons. Pourquoi désigne-t-on cette population comme étant celle de chevaliers paysans? Pour une raison bien simple, c'est que leur existence quotidienne est celle de paysans, puisqu'ils pratiquent l'agriculture, qu'ils vont un petit peu à la chasse, qu'ils font beaucoup de pêche, qu'ils collectent dans la partie non cultivée du terroir, qu'on appelle le saltus, les plantes et les fruits sauvages. Ils font de l'élevage aussi, l'élevage de porcs principalement, mais aussi des moutons, des chèvres, des bovidés et des chevaux. Donc jusqu'à présent, dans ce que je viens de dire, rien ne les différencie d'une population paysanne, mais la forme de leur habitat est particulière, puisque les bâtiments sont protégés par une enceinte défensive, très puissante. En plus, ces gens-là montent à cheval, pratiquent l'équitation, ils possèdent des armes, certains d'entre eux jouent aux échecs, d'autres font une musique assez savante, ils utilisent des muses, l'ancêtre des cornemuses, ou des vielles. Donc on voit bien là qu'ils bénéficient en quelque sorte d'un double statut. Ils sont contraints par la nécessité de vivre sur les ressources offertes par le terroir, mais en même temps, ils détiennent de droit ou de fait, ça on ne le sait pas, une fonction militaire qui leur donne les moyens, la capacité de défendre le territoire qu'ils ont investi et qu'ils ont valorisé et sur lequel ils vivent. Une autre question qui se pose évidemment, c'est celle des relations qui existent entre les habitants de ces 3 sites. Chacun s'installe à l'intérieur d'une enceinte défensive. Mais il s'agit probablement d'une défense potentielle, et en tout cas qui ne correspond pas à une activité guerrière. De plus, il n'était pas dans l'intérêt de cette colonie de peuplement, qui était originaire de la même région, de s'affronter. Il s'agissait de partager un terroir et de vivre en bonne harmonie et en bonne intelligence, y compris d'ailleurs en ce qui concerne la production artisanale, en tout cas une partie de la production artisanale. On sait par exemple qu'à Coltière, parmi les forges, les 3 ou 4 forges qui existaient, il y en avait au moins une qui produisait un grand nombre de couteaux, des couteaux en quantité bien supérieure à celle qui était nécessaire aux occupants. Donc, on peut penser que Coltière produisait des couteaux, par exemple, également pour les 2 autres sites, pour les Grands Roseaux et pour Ars. En revanche, l'activité de métallurgique de réduction du minerai, là, il est très possible qu'elle ait eu lieu sur les Grands Roseaux. Et si je dis ça, c'est parce que Ernest Chantre, entre 1865 et 1870, avait noté, je cite, la présence de gros amas de scories à proximité des Grands Roseaux. Ces amas de scories, nous les avons cherchés, nous ne les avons pas retrouvés, pour la bonne raison, c'est que la configuration des lieux a changé, on a remblayé les plages, donc la topographie n'est plus celle de la fin du 19e, mais il n'existe aucune raison valable de douter des affirmations de Chantre. Donc, tout ça pour dire quoi? Qu'on a très bien pu réduire du minerai de fer dans des bas-fourneaux au Grand Roseau et utiliser ce fer réduit, par exemple, dans les forges de Coltière. Et imaginez là un jeu d'échange de produits artisanaux entre les 3 sites. On ne peut pas en dire plus raisonnablement. Grâce aux 35 campagnes de fouilles conduites à Coltière et aux prospections menées sur les stations médiévales voisines, nous connaissons aujourd'hui beaucoup mieux les circonstances dans lesquelles les berges lacustres ont été occupées et la vie quotidienne de ceux qui s'y sont établis peu après l'an 1000. Mais le lac de Paladru a-t-il pour autant livré tous ses secrets? De futures recherches montreront peut-être que non, et qu'il reste encore beaucoup à découvrir.